Donc bonjour mes petits élèves de première S. Dans cette vidéo, on va voir le cours sur les sources de lumière colorée en rapport avec le TP que vous avez fait lundi. Donc tout d'abord, on peut caractériser les différentes sources lumineuses. Selon le premier critère, c'est chaude ou froide. Donc les sources de lumière chaude, c'est l'émission de lumière est d'origine thermique, par exemple le soleil, la lampe à incandescence, la bougie. Donc ce sont des sources chaudes qui pour se refroidir, émettre de la lumière. Et puis vous avez le cas des sources froides, c'était les deux lampes qu'on a regardées, celle à mercure si je ne me trompe pas, et l'autre je ne sais plus si c'était sodium ou c'était quoi, je ne sais plus la dernière, celle qu'on avait. Donc en fait c'est des sources de lumière qu'on appelle froides, ça, les lampes qu'on avait c'est ce qu'on appelle des lampes fluo-compactes. On a aussi le cas du laser. Donc ça c'est déjà la première caractérisation, on peut dire source chaude ou source froide. Ensuite, on va souvent parler de radiation. Alors, qu'est-ce qu'une radiation? Donc, la lumière, c'est non électromagnétique. Et l'œil perçoit une infime partie de ces ondes qu'on appelle le spectre visible. D'accord. Une radiation, c'est caractérisé par une longueur d'onde, lambda, dans le vide. D'accord, parce qu'elle peut varier en fonction des milieux, cette longueur d'onde. Ou par la fréquence nu. D'accord, entre les deux, il y a une relation. Donc là, vous voyez le symbole nu. Alors, on dirait un V, mais normalement, les deux barres sont un peu penchées. D'accord, je vous le montrerai en classe. Il y a une relation mathématique entre ces deux grandeurs. Lambda est égal à C divisé par nu. Avec lambda qui est en mètres, nu qui est en hertz, c'est une fréquence. Et c'est la vitesse de la lumière dans le vide. C égale 3 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Alors c'est une approximation, il y a une valeur plus précise de la vitesse de la lumière, mais prendre 3 fois 10 puissance 8, c'est courant et ça marche très bien. Donc là, vous avez une relation entre la longueur d'onde d'une radiation, d'une lumière, et sa fréquence. Là, on peut voir la lumière. Nous, si on regarde, on est capable de voir une infime partie, c'est celle-là, là, ce qui correspond au spectre du visible, allant de 400 à 800 nanomètres en longueur d'onde. D'accord. Donc ici, on a tous les styles de lumière qu'on a. Donc là, on a les rayons gamma, les rayons X, c'est ce qu'on utilise quand vous faites des radios. Les ultraviolets, ça c'est la partie des ondes dont on se protège lorsqu'on est exposé au soleil, parce que sinon vous prenez des coups de soleil à cause de ça principalement. Les infrarouges, les infrarouges pour ceux qui jouent au jeu, c'est ce qui vous permet d'avoir des lunettes et détecter les gens, les sources de chaleur, par exemple comme les personnes, etc. Les micro-ondes, vous connaissez tous le micro-ondes, et puis les ondes radio, c'est par là que passent ces longueurs d'onde qu'on va se servir pour toutes les radios, d'accord, qu'on peut capter à la maison sur téléphone ou sur l'autoradio de la voiture. Ensuite, on peut parler de spectre mono et polychromatique. Alors chromatique, chrome, ça veut dire couleur. Vous avez plusieurs cas, soit vous avez une seule radiation, ce qu'on appelle une raie, on parlera de source monochromatique. L'exemple qu'on connaît tous, c'est le laser. Le laser est composé d'une seule couleur, d'une seule radiation. Et vous avez l'inverse, des sources polychromatiques qui vont comporter plusieurs radiations. Pour les sources polychromatiques, vous avez plusieurs cas. D'accord ? Le premier cas, c'est un spectre continu qui est composé d'une infinité de radiations, comme par exemple celui du soleil ou la lampe à incandescence. Donc on va obtenir un profil de spectre un petit peu comme ça. Donc là, on peut voir que, par exemple, cette source de lumière émet principalement du rouge. Mais là, vous avez une infinité de radiations. D'accord ? C'est un spectre continu. Là, c'est en gris parce qu'il émet toujours des radiations, mais c'est des longueurs non visibles, donc il n'y a pas de couleur vu qu'on ne les perçoit pas. D'accord, donc voilà pour un spectre continu. Et ensuite, le deuxième cas, c'est un spectre discret qui va être composé d'un nombre fini de raies. C'est par exemple quand vous avez regardé la lampe spectrale à mercure, vous avez obtenu ça avec le spectroscope. Donc là, on peut voir que cette source de lumière émet que certaines couleurs très précises. C'est ce qu'on appelle un spectre discret. Alors qu'inversement, là, on a un spectre continu. On parlera de bandes plutôt que de raies. D'accord ? Parce que c'est continu. Ça, c'était pour les sources. Maintenant, on va parler de la loi de Vienne. Donc la loi de Vienne, c'est quoi? C'est le fait que vous avez un corps chaud, donc, un corps qui possède une température, pour se refroidir, va émettre de la lumière.
Et en général, il émet un spectre continu de lumière. On va noter lambda max, la longueur d'onde de la radiation, qu'il émet avec le plus d'intensité. Ça, c'est une loi qui est à connaître. D'accord. La formule qui relie la température et lambda max, c'est celle-ci. Il faut faire attention, il faut que la longueur d'onde soit mise en mètres, ça c'est important. Et la température est en Kelvin. D'accord. Attention, ce n'est pas les degrés, c'est les Kelvin. Donc ça, c'est une relation extrêmement importante, celle que vous avez trouvée en faisant normalement l'étude du graphique, en réalisant le graphique sur tableur. Tac, tac, tac. Si on regarde un petit peu cette formule et qu'on regarde les différents corps qu'on peut avoir, les différentes couleurs de corps qu'on peut avoir, on se rend compte qu'un corps de couleur bleue est donc plus chaud qu'un corps de couleur rouge. Parce que la longueur d'onde du bleu, c'est dans les 400 nanomètres, le rouge 800 nanomètres, donc lambda est plus grand pour le rouge que pour le bleu. Comme vous divisez une constante par la longueur d'onde, si vous divisez par un chiffre plus petit, donc le bleu, vous obtenez donc un nombre plus grand. Et inversement, si vous divisez par la longueur d'onde du rouge, vous obtenez une température plus faible. C'est pour ça qu'un corps de couleur bleue est plus chaud qu'un corps de couleur rouge. Un exemple tout bête, si vous regardez une flamme de briquet, vous voyez qu'à la base elle est bleue, et puis au-dessus elle devient orange puis rouge. D'accord. C'est dû au fait que plus vous êtes proche de la base de la flamme, plus elle est chaude, et donc c'est pour ça qu'elle émet cette couleur bleue. Ensuite, on a vu le principe d'émission de lumière d'une source froide, c'est que lorsque vous deviez étudier tout ce qui avait un rapport avec le spectre du sodium. Donc tout d'abord, on va revenir sur le photon. Qu'est-ce qu'un photon? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que la lumière était une onde électromagnétique. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle ondulatoire de la lumière. On peut aussi considérer que la lumière est constituée de corpuscules. Un corpuscule, c'est une toute petite bille de matière, si vous voulez. C'est vraiment un truc très petit. Et donc, on va considérer que la lumière est constituée de photons. Donc, soit vous regardez la lumière, vous analysez la lumière comme un ensemble de corpuscules qui se déplacent, les photons, et vous parlerez alors de modèle corpusculaire de la lumière, ou alors vous la considérez comme une onde, et alors vous parlerez de modèle ondulatoire. Et puis l'année prochaine, vous verrez qu'en fin de compte, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois. D'accord? C'est le principe de la physique quantique. Un photon de longueur d'onde lambda, c'est lui qui va être responsable dans l'approche corpusculaire de l'énergie. C'est lui qui va posséder l'énergie de la lumière. D'accord? Parce que vous sentez bien que quand vous êtes au soleil, ça vous chauffe. Donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui arrive. Cette énergie est donc transportée par le photon qui va disposer d'un quantum d'énergie E. Alors un quantum, c'est quoi? C'est la plus petite quantité que peut posséder, qui peut être échangée par ce photon. D'accord? Donc c'est une toute petite quantité d'énergie. Donc, si on regarde... j'ai une note qui a été bouffée. On va parler de H à constante de Planck, qui, vous allez voir, intervient dans pas mal de formules au fur et à mesure de votre scolarité. En tout cas, tout ce qui touche à la physique quantique et qui touche au domaine de l'atome. Donc c'est une constante qui a été trouvée par Planck. Et elle vaut 6,63 fois 10-34 J pour joule. D'accord? Joule, je rappelle, c'est l'unité de l'énergie. Normalement, ça vous le savez depuis la troisième. On a aussi besoin de la vitesse de la lumière dans le vide. Et donc en fait, l'énergie que possède un photon de longueur d'onde lambda est égale à hc divisé par lambda. Ou alors h nu, vu que lambda, on rappelle, vu la formule précédente, que lambda égale... que je dise pas de bêtises, c sur lambda égale nu. D'accord? C'est comme ça qu'on trouve. Donc vous avez cette relation qui vous donne l'énergie que possède un photon, en fonction de sa longueur d'onde ou de sa fréquence. C'est la même chose. Si vous faites des calculs, vous vous rendrez compte qu'un photon étant extrêmement petit, il dispose d'une quantité d'énergie extrêmement faible, et si on la mesure en joules, vous allez avoir toujours des valeurs extrêmement faibles en puissance de l'ordre de 10-19, etc., etc. Donc pour trouver une unité d'énergie pour que ça parle, on utilise, quand on parle de l'énergie d'un photon, ou d'ailleurs de l'énergie d'un atome, on parle en électronvolts, qu'on note petit e grand V. 1 électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Le 1,6 fois 10 puissance moins 19, normalement ça devrait vous
réveiller quelques souvenirs, c'est la charge d'un proton ou d'un électron. Et il y a bien une relation entre les deux. Vous verrez normalement l'année prochaine, il me semble, à moins qu'on le voit au cours de l'année, je ne sais plus trop, on verra, d'où vient cette unité. Elle a un sens. D'accord ? Cette unité, son sens, je peux vous le dire maintenant, même si vous ne comprendrez pas forcément, c'est l'énergie que possède un électron qui est dans un champ électrique d'une valeur de 1 volt par mètre. Donc voilà pour l'énergie que possède un photon, qui va donc dépendre de sa longueur d'onde. On peut voir une nouvelle fois que plus la longueur d'onde est petite, plus l'énergie que possède ce photon est grande. D'accord ? Donc l'énergie d'un photon bleu est plus grande que l'énergie d'un photon rouge. Quantification de l'énergie des atomes. Postulat de Niels Bohr, qui a fait beaucoup d'avancées sur le domaine de l'atome et des électrons et du modèle atomique. Un atome ne peut exister que dans des états bien définis, chaque état étant caractérisé par un niveau d'énergie. L'énergie d'un atome est donc quantifiée. On va dire que l'état d'énergie le plus bas est appelé état fondamental. C'est l'état stable de l'atome. Il essaye toujours d'y revenir parce que tout système tend à diminuer son énergie. Donc un atome de même va toujours essayer de diminuer son énergie. Les autres états d'énergie plus haute sont des états excités. Et puis l'état d'énergie nulle, l'atome est ionisé. Ça veut dire qu'il a perdu un électron. On lui a arraché un électron. Alors, on peut voir ici les différents états de l'atome d'hydrogène. Alors, eux, ils notent avec un grand E marqué comme ça. Moi, je le note avec un grand E tapé à l'ordinateur, donc c'est pas la même chose. Moi, je vous embête pas, hein, que vous me le notiez avec la lettre comme ça ou avec le grand E comme j'ai marqué tout à l'heure, ça ne change pas grand-chose. Donc là, on voit qu'on a l'état fondamental qui est ici. Les énergies sont données en électronvolts. On peut voir qu'elles sont toutes négatives. D'accord ? Donc la plus basse, c'est celle qui a la valeur la plus grande en valeur absolue, et donc en valeur négative, moins 13,6 électronvolts. Et puis là, vous avez les différents états d'énergie. Alors, à quoi correspondent ces états d'énergie ? Finalement, si on dit que l'état égale 0, c'est lorsqu'on lui a arraché un électron. En fin de compte, ces états d'énergie vont avoir un impact sur les orbitales des électrons autour du noyau. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais finalement, ce qui va changer, c'est l'énergie du photon des électrons. Ce n'est pas l'énergie du noyau qui va être impactée ici. L'émission de lumière. Alors, lorsqu'un atome est excité, il va se désexciter parce qu'il veut retourner vers son état d'énergie fondamental. Pour ce faire, il va donc passer d'un niveau EP, plus haut en énergie, vers un niveau EM, plus bas en énergie. Il va donc perdre de l'énergie, delta E, égale EP moins EM, la différence d'énergie entre les deux niveaux. Pour évacuer cette énergie, parce que s'il perd cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc cette énergie va être transformée sous la forme d'un photon. Un photon va être émis, et donc il va posséder comme énergie delta E. Et donc on peut trouver la longueur d'onde du photon émis, donc la couleur que va émettre votre atome lorsqu'il va se désexciter, en utilisant la formule en dessous. Delta E égale H sur lambda égale H nu. Donc en fonction de, si vous cherchez delta E en connaissant la lumière émise, vous pouvez trouver l'énergie, et donc en déduire quelle transition il a fait énergétiquement, ou inversement, si vous connaissez quelle transition énergétique il fait, vous êtes capable de trouver la longueur d'onde du photon qui va être émis. Si on représente ça par un diagramme, vous obtenez ceci. Donc là, on peut voir par exemple pour l'atome de lithium, si on observait une lampe à base de lithium comme celle qu'on avait avec du mercure, avec le spectroscope, on obtiendrait ceci. Et là, en rouge est représentée la transition énergétique qui donne la raie rouge. D'accord ? Donc en gros, ça veut dire que l'atome il était ici, en état d'énergie, et puis il est redescendu dans cet état-là. Et lorsqu'il a fait ça, il a émis un photon de couleur rouge. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, lorsque vous avez votre atome qui est excité, comment il est excité finalement ? Il reçoit de l'énergie. Et cette énergie va servir à modifier l'orbite d'un électron. Normalement, vous devez vous souvenir qu'en seconde, on vous a expliqué qu'un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Les électrons se mettent sur des couches électroniques qu'on a noté en version simplifiée KLM. Et en fin de compte, lorsque vous avez un atome qui s'excite, ce qui se passe, c'est que l'un de ces électrons va changer de couche électronique. Donc en gros, l'électron va s'éloigner du noyau,
Et ça, ça fait que ça lui coûte de l'énergie de s'éloigner, parce qu'il préfère être proche de son noyau. Donc il va se retrouver dans un état excité, ce qu'on appelle un état excité. Et cet électron, il va redescendre dès qu'il peut, très rapidement. C'est sur un temps extrêmement court, qu'on pourrait quasiment considérer instantané. Il va redescendre, et en redescendant sur sa couche, il va redonner l'énergie qu'il avait utilisée pour monter. Et cette énergie, il va donc la redonner sous forme de lumière. Ça, c'est le principe des décharges, des lampes à décharge. Alors comment ça marche concrètement, les lampes que vous avez observées au spectroscope, là, à mercure, c'est que vous avez un gaz de mercure à l'intérieur, on lui balance un courant électrique très fort, d'accord, donc le courant électrique, on lui envoie des décharges électriques, c'est pour ça qu'on parle de lampe à décharge. En envoyant ces décharges électriques, cette décharge va faire que l'atome va s'exciter, ça veut donc dire qu'un électron va changer d'orbite, et puis quand il va redescendre, cet électron, il va émettre de la lumière. Alors là, j'anticipe un petit peu sur le problème de terminal. Nous, normalement, on parle juste d'atomes, d'états excités, etc. Mais l'année prochaine, on vous reparlera plus en détail du fait que c'est un rapport avec les orbitales des électrons. Voilà. Donc la vidéo est terminée. Vous devez en faire la fiche synthèse. Amusez-vous bien. Normalement, je vous redirai ça vendredi, mais logiquement, je vais essayer de vous donner les images de couleurs pour les premiers spectres. Hein. Je vais voir si je peux imprimer toutes celles-là. Là. Celle-ci, là, ces deux-là. Et puis celle-ci aussi. Je vais voir si je peux faire des impressions couleurs au lycée, sinon on verra comment on peut se débrouiller. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite bon courage et à bientôt.